Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on est à Magog, distillerie Cherry River. Je suis avec Francis Delage. Ça va bien, Francis? Ça va bien, toi? Yes, merci beaucoup. Donc là, on est chez vous dans une ancienne église. C'est vraiment beau. On va parler de l'histoire, comment c'est arrivé la distillerie, les produits, leur passion, et puis qui est dans l'arrière de tout ça. Donc, on va commencer par le début, Francis. Comment que ça vous est venu l'idée de partir une distillerie? L'idée a commencé, en fait, lors de notre rencontre avec les subversifs Pascal, Fernando et à l'époque, Stéphane Ruffo, qui était un de leurs associés. Quand je les ai rencontrés, au départ, j'avais un projet bien précis, c'est-à-dire que je voulais un peu donner la version spiritueuse à la mode des microbrasseries. Donc, évidemment, ouvrir un bar à l'époque, parce que c'est ce que je faisais comme métier, juste servir de la boisson des autres, c'était pas assez, il fallait qu'on fabrique nous-mêmes notre boisson. Donc, les microbrasseries sont devenues très populaires, donc il y a eu une belle montée. Et je trouvais ça fascinant, mais je me disais, comment est-ce qu'on pourrait faire ça avec la microdistillerie, avec les spiritueux? Donc, la tendance était toute récente et les grands passionnés que j'ai eu l'occasion de rencontrer, en Fernando et Pascal, m'ont bel et bien transmis leur maladie. C'est-à-dire que j'ai partagé cette passion-là avec eux. Eux autres, ils commençaient, donc ils étaient tout petits, puis ils se battaient pour survivre. Puis évidemment, il y a eu beaucoup de changements avec les années. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus convivial de partir en affaires dans cette industrie-là. Mais à l'époque, tout était affaires. Donc eux autres, ils faisaient office de pionniers. Donc, ils nous ont quelque peu défriché les sentiers qu'on utilise tous aujourd'hui parce qu'on est devenu une vraie industrie maintenant. On peut parler de ça. Mais à ce moment-là, il y en avait 2 ou 3, je pense, maximum au Québec. Donc, c'est ces gens-là. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a créé avec eux une belle gamme de spiritueux qu'on a vendus à l'intérieur des commissions des liqueurs de l'époque. Ça date, hein? Ça fait longtemps. Je ne sais même pas quelle année. Je pense que c'est 2015, 2014, quelque chose du genre. Et c'est ça, à un moment donné, avec Marc Dupré, sachant ce que j'ai appris au fil des ans, je lui ai dit, écoute, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, on ne sera pas toujours au sommet dans la musique. Il va falloir qu'on pense à notre après-carrière. Ce serait quelque chose, moi, qui me fascine et qui m'intéresse. J'aimerais investir. Et lui, un peu à sa façon, était passionné de mixologie avec son épouse. Ils sont ils vont acheter toutes les nouvelles tendances. Puis lui, évidemment, Marc, lui, il adore recevoir, c'est-à-dire qu'il cuisine, il veut toujours que tout soit parfait pour ses invités. Il y a cette fibre-là. Puis moi, évidemment, j'avais cette passion-là. Fait que tranquillement, pas vite, il a commencé avec moi à apprendre. Et là, on a appris à vitesse grand V jusqu'à sortir une première vodka en 2018, juin 2018. Je fais toujours beaucoup de blagues avec ça. C'est qu'à ce moment-là, on connaissait tout le monde par leur nom. Tous nos clients par leur nom, puis on pouvait les appeler pour leur demander « Puis, comment vous avez trouvé la vodka? » Parce qu'on n'en vendait vraiment pas beaucoup. Et de fil en aiguille, on s'est spécialisé. On a continué à développer puis à apprendre jusqu'au jour où on a eu la chance de se porter acquéreur de ce lieu magique qui aujourd'hui est le cœur de notre entreprise, qui est définitivement devenu le centre de nos vies à tous, parce que nos enfants, ils travaillent. Donc, c'est-à-dire ici, mon fils, c'est le maître distillateur. Le fils à Marc est en charge de la clientèle. Il accueille les gens à la boutique, il les renseigne, il les explique, il les accueille. Et ma femme, ma belle-fille sont à la comptabilité. Donc, c'est vraiment on est vraiment chez nous, on invite les gens chez nous. Et c'est devenu plus qu'un projet commercial, mais aujourd'hui, c'est notre vie. Donc, on est content de le partager avec toi aujourd'hui. Comme plusieurs business, on part ça tout petit, puis finalement, la famille grandit, puis c'est le fun de quand tu n'es pas tout seul à t'occuper de ça dans l'ombre, mais là, c'est quand la famille se joint, là, ça fait des beaux moments en famille.
Les 2 derniers épisodes, on parlait d'autres produits qui avaient été faits chez les Subversifs. Donc, on avait Analog, Spirit Store, et puis vous avez commencé à faire fabriquer là-bas, puis là, vous êtes rendu à le fabriquer vous-même ici. Exact. Vous allez voir les belles images des alambics avec les vitraux autour, c'est vraiment magnifique. C'est quoi les étapes qui se sont passées pour dire, OK, on le part chez nous, notre distillerie, là? La première chose, c'est quand on a commencé à faire du gin. Parce qu'évidemment, la vodka, c'est toute une question d'eau. Donc, à l'époque, on apportait notre eau chez les Subversifs. Donc, on puisait notre eau ici dans le parc. Et avec des pick-up, on se mettait des cuves de 1000 litres, puis on allait porter l'eau. C'était toujours très drôle parce que quand on arrivait là-bas, on apportait notre Cherry River, dans le fond, parce que c'est nous qui avions... C'est notre marque, c'est notre vodka. On avait l'ingrédient secret qui était notre eau. Donc, c'est un peu ça, la vodka. Il n'y a pas beaucoup d'intervention dans notre vodka de l'époque. Ensuite de ça, quand on a commencé à faire un gin, là, on rentrait dans une recette, on rentrait dans une macération, on rentrait avec un choix d'ingrédients. Et là, il fallait aller chercher, on visait un résultat. Donc, les étapes pour obtenir le résultat, ça prend du temps. Et ça, bien évidemment, du temps, c'est un luxe que très peu de gens peuvent se payer. Et évidemment, nous, les gars nous en donnaient du temps, mais évidemment, à travers toute leur production, bien qu'ils étaient très généreux de leur temps, pour nous, on avait le goût d'aller plus loin dans l'élaboration de nos recettes et de nos produits, parce qu'on voulait faire un produit exceptionnel. Donc, on s'est mis à travailler avec eux. Et jusqu'au jour où on s'est dit, écoutez, on est assez gros, on a assez de volume pour pouvoir se payer nous-mêmes notre distillerie, pouvoir passer le temps qu'on veut sur nos produits. Évidemment, la pandémie a aidé énormément parce que le temps qu'on s'est trouvé à avoir, on ne l'avait pas non plus dans nos carrières respectives parce qu'on était très occupés. Donc, on est tombé à l'arrêt de travail comme un peu tout le monde. Donc, on s'est dit qu'allons-nous faire avec tout ce temps-là? Donc, c'est ce projet-là qui a occupé le temps de la pandémie. Donc, on est très, très content d'avoir eu ce temps-là, ce luxe-là, pour pouvoir donner le temps à nos spiritueux maintenant de devenir les meilleurs. Donc, parce que même pour un gin blanc, là, pas de vieillissement en fût, le temps en cuve avant embouteillage compte. C'est un peu là-dessus que tu jouais, là, le temps aussi de. Après, on a parlé avec le Citrus et les Strix la semaine passée que chez les Subversifs, à moins d'avoir tes propres cuves pour laisser vieillir ton stock, il faut que ça roule. Ils le font, ils t'embouteillent, puis c'est quand même pas une chaîne de montage, mais ils louent du temps. Puis justement, c'est ça, c'est il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, ici, tu as ton temps. Pour la vodka, évidemment, on ne donne pas tous nos petits trucs, mais je vous dirais que le temps de repos en cuve est déterminant dans notre recette. J'en dis pas plus. Mais c'est évidemment ce temps-là qu'on a ici maintenant, qu'on peut investir dans notre vodka, ce qui fait qu'à notre avis, je ne suis pas fait pour les Subversifs à cause de ce temps-là. Et juste à cause de ça, parce que le talent, les gars, ils l'avaient, sinon plus que nous, on l'a aujourd'hui. Mais nous, ce temps-là, qu'on investit dans nos produits en ce moment, je pense que ça fait la différence. Nos gins sont un peu meilleurs, je dirais, qu'ils étaient à l'époque où on était en coopérative. Et on aime le penser. Puis on aime penser que le temps qu'on investit, c'est payant, dans le goût, dans la qualité. Mais parlons du savoir-faire. Eux, ils l'avaient. Quand vous avez commencé, vous avez choisi votre alambic, tout le kit, mais quand vous avez commencé à runner l'alambic, est-ce qu'il y a eu des choses qui ne marchaient pas? C'est pas moi, ça. Beaucoup de choses. Premièrement, on a commandé, on a engagé un consultant qui, lui, nous a... évidemment, tout le monde essayait de prêcher pour sa paroisse parce qu'il y a beaucoup de types d'alambics qui existent sur le marché. Il y a beaucoup de provenances et chacun se croit roi et maître dans son domaine. Donc, évidemment, c'est difficile de se retrouver entre les pitchs de tous ces vendeurs-là. Finalement, on a trouvé un gars qui nous a dit, écoute, nous autres, on va t'en faire un alambic, mais c'est l'eau nue, c'est-à-dire qu'on va récupérer des pièces, on va acheter des pièces, et après ça, on va les faire assembler, puis ça va donner un alambic qui, définitivement, selon tes besoins, il va convenir à ce que tu veux faire. Donc, évidemment, il fallait qu'est-ce que nous, on veut faire. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est d'avoir un hybride, c'est-à-dire qu'on voulait avoir un alambic qui est bon, mais qui n'est pas spécialisé, c'est-à-dire qu'on est capable de tout faire. On trouvait que le premier alambic, c'était une bonne idée. Là, on planifie d'acheter un alambic de whisky actuellement. On les magasine, c'est vraiment trippant. Là, évidemment, on va avoir un alambic qui va être plus spécialisé, qui va être conçu un peu plus pour travailler du whisky à plus gros débit que ce qu'on a ici. Parce que pour le gin, c'est parfait, mais pour le whisky, c'est un peu petit. C'est un peu
le litrage est un peu petit. Donc, pour ce qui est de l'alambic, quand on l'a reçu la première fois, on l'a reçu dans un container, donc tout défait. Donc, on s'est dit, on n'avait pas vraiment pensé à ça, cette étape-là. Premièrement, il fallait le décharger du conteneur. Ça a été un épisode qu'on va se raconter dans nos familles pour le restant de nos jours parce que ça a été tout un problème. On a réussi à le faire, mais ça a pris le beau-père là, qui est venu parce que mon fils et moi, on arrête de se chicaner. Fais ça comme ça, non, pas ça comme ça. On n'est ni un ni l'autre. On avait les compétences pour ça. Et là, il fallait après ça l'installer sur son socle. Et ça ne pèse pas. C'est assez lourd. On ne voulait pas le briser non plus. On avait l'impression qu'on avait un bijou, une montre suisse là, qu'on ne voulait surtout pas endommager ou poquer, là, qu'on était très peureux, craintifs. On a finalement engagé une compagnie qui est venue nous aider à le monter. Ce train va loin, on l'a monté. Ensuite de ça, mon fils, puis quand je dis on, il faut toujours faire attention. C'est mon fils, c'est les employés ici, plus que on personnellement. Moi, je suis le foreman, un peu plus, moins manuel qu'eux autres. Fait que dire, il faut faire attention, le on est souvent pas inclusif. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, j'ai fait mon foreman, on l'a placé. Et là, on l'a fait fonctionner, puis bien entendu, tout coulait, il y avait des fuites partout, ça revolait partout. Fait que, au départ, on nous avait dit, vous allez mettre de l'eau parce que c'est moins compliqué si ça fuit avec de l'eau. Donc, on a mis de l'eau, ça fuyait partout. Puis après ça, on a fait la première distillation, pensant qu'on avait tout colmaté des affaires. Et là, finalement, on a ouvert une valve à l'envers et la pression des baies de genièvre, en fait, de tout ce qu'il y avait dans le pot, s'est retrouvée dans l'alambic partout. Partout, dans toutes les petites fenêtres, dans toutes les buses, l'alambic était contaminé de baies de genièvre. Il a fallu tout redémonter l'alambic au complet, pièce par pièce, nettoyer avec des petits cure-dents, les enlever pour être sûr qu'il n'y a plus rien qui reste de ce problème-là qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a connu, qu'on a appris ce journée-là. Donc, ça nous a permis, ça permet à mon fils, d'apprendre comment monter et démonter l'alambic et donc maintenant le connaître très, très bien. Donc, lui, aujourd'hui, il l'a monté, il l'a démonté peut-être 5 fois depuis qu'on l'a. Puis, c'est important de toujours le garder très proche, très propre, en particulier dans les endroits où il y a le gin basket. Donc, évidemment, il y a les ingrédients juste avant la vaporisation. Donc, évidemment, il y a des fruits qui peuvent se bloquer là. Donc, évidemment, il faut toujours démonter ça, nettoyer ça. Je vous dirais que l'art du spiritueux, pour ceux qui en fabriquent, vont être d'accord avec moi, c'est 50 du temps tu laves, puis 50 du temps tu fabriques. Tu sais, c'est égal. C'est la même chose quand tu fais de la cuisine. Hein. Tu sais, tu vas cuisiner, mais tu vas passer plus de temps à nettoyer tes pois-là, puis de serrer tes choses, puis les sortir, puis de te préparer que de cuisiner en tant que tel. Un peu le même principe aussi. Donc, l'art du lavage, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, dans lequel il faut être très rigoureux, d'avoir un registre de production très précis. C'est quelque chose qu'on a appris récemment et on se fait un devoir de respecter aujourd'hui après chaque fabrication. Donc, je vous dirais que ces petites expériences-là nous ont permis d'aller un petit peu plus vite, parce que rapidement, on avait quitté les tickets subversifs. Donc, on avait une grosse demande pour nos produits. Il a fallu être bon vite. Il a fallu fabriquer immédiatement les produits parce qu'on en a manqué. Donc, très rapidement, on s'est retrouvé là, il faut que ça arrive. Fait que je vous dirais que ça a peut-être pris 2 semaines avant qu'on distille un distillat à notre goût. Ça a pris 2 semaines, essai-erreur. Puis, ça a pris 1 mois avant qu'on soit satisfait de chacune des étapes de fabrication de nos premiers gins. Et après ça, bien évidemment, ça a été de répondre à la demande cet été, donc d'augmenter notre productivité le plus possible pour être capable de répondre à la demande. Ce qui était un problème qu'on n'avait pas mis sur la liste, sincèrement, là, quand on a parti ce projet-là. On n'a pas dit, dès le premier mois, on va être en rupture de stock parce qu'on a trop de demandes. Donc, c'est un heureux problème. Mais c'est devenu un problème qui nous a permis, encore une fois, d'aller vite parce qu'il a fallu qu'on trouve des solutions, qu'on s'assoie tout le monde ensemble pour dire, écoute, là, les ventes sont là, et le besoin est là, il faut qu'on comble ce besoin-là. On a pensé à l'extérieur à un moment donné aussi, mais on s'est dit, non, on va faire à l'intérieur. Puis, beaucoup de gens autour de nous ont aidés. Des gens, ça faisait pas, on n'était pas d'arrivée dans le domaine, donc évidemment, beaucoup de nos collègues, en fait, des gens qui font ça dans la vie, nous ont aidés. Donc, en particulier Pierre, Pascal et Fernando qui sont venus nous aider quand on avait besoin d'eux autres. Donc, on les remercie. On les remerciera jamais assez de nous aider à ce point-là. On les aime beaucoup. Tout le monde connaît Marc, mais Francis, un peu moins. Toi, tu es agent d'artiste aussi, pas juste de Marc. Tu en as plusieurs
ton arbre. Puis, les deux frères en font partie. Eux autres aussi étaient un peu dans l'aventure. Je pense comment ça s'est passé, la création des produits Opemiska. Opemiska, ben c'est ça. En fait, j'ai une agence d'artistes. Je représente les deux frères, Marc Dupré, j'ai aussi Corneille et quelques autres artistes dans mon agence. C'est mon vrai métier, c'est ma job de jour, comme on dirait. Et le point commun qu'on a entre tous, nous autres, on est tous passionnés de spiritueux. On aime le gin. On aime beaucoup la mixologie aussi, ça nous passionne. Les garçons aussi, eux autres, il y avait eux autres sont plus dans l'esprit dans leur façon d'être, en fait. C'est vraiment de trouver un produit qui leur ressemble. Donc, il fallait qu'on crée un produit qui était à leur image. Donc, quelque chose qu'ils avaient envie de porter, puis ils avaient envie donc, il fallait qu'on trouve une façon de créer ce produit-là à leur identité. Donc, évidemment, tout de suite, on ne veut pas les dissocier de leur lieu de naissance, qui est Chappais, leur belle région de Chappais, ce beau village minier du nord du Québec. Là-bas, ben, les gars, le village est tellement fier d'eux autres, de leur succès, puis ils sont les porte-paroles, moins. On est tous un peu allés à Chappais grâce à Eric et Sonny. Donc, évidemment, cette région-là a un écosystème très particulier, un climat subarctique. Donc, évidemment, comme il fait beaucoup plus froid dans ces zones-là, c'est pas tout qui pousse là-bas. C'est très limité en termes de botanique. Donc, on s'est dit, on va sélectionner des botaniques qui sont exceptionnelles dans ce coin-là. Évidemment, le poivre des dunes là-bas, il est abondant. Donc, l'Éric-Beaunier, le sapinage, les conifères. Et en plus, ces conifères-là ont une particularité. Le pin noir est très, très répandu dans ce coin-là. Évidemment, les petits fruits, les bleuets sont particuliers par rapport aux bleuets du Lac-Saint-Jean. Il y a des variétés différentes. Donc, on s'est mis à comprendre, puis à poser des questions, puis en arriver avec un assemblage qui correspondait en fait à ce que les garçons voulaient faire, puis aux produits qu'ils voulaient leur offrir. On est arrivé avec le gin boréal dans un premier temps, avec un goût sapineux. Mais nous, notre gin, dans notre conception, on s'est dit, on veut que. Puis en fait, c'est la philosophie de Cherry River dans son ensemble. Pour nous, un gin, c'est un gin. C'est-à-dire que si le gin goûte moins la baie de Genièvre que le sapinage, pour nous, ça dénature le produit. On va faire une liqueur de sapin si c'est le cas. Donc, c'était la recherche de cet équilibre-là qui était notre quête. Et puis, chemin faisant, avec David, on a trouvé une façon de macérer les ingrédients, puis d'aller chercher ce mouthfeel-là de gin très traditionnel en ayant cette finale-là d'Opemiska. Donc, les gens, évidemment, qui vont le comparer avec d'autres, vont voir qu'il est différent, et c'est ce qu'on voulait. Mais nous, c'est cette balance-là entre le gin. On trouve que notre gin au Boréal goûte le gin avant de goûter les fameuses épices boréales. Donc, c'est ce goût-là et c'est cet équilibre-là qu'on a recherché. Et les gars ont participé à toutes les étapes de processus, très motivés. Et c'est très différent, hein, parce qu'honnêtement, vous goûtez les deux gins, puis vous allez voir que même si c'est écrit gin dans les deux, c'est deux produits qui sont bien différents, qui répondent à des besoins qui sont complémentaires, en fait, parce qu'on s'entend que du gin, c'est du gin. Mais il y a une différence. On est très fiers de ces appellations-là. Et c'est la différence de les deux produits. Donc, en plus, ce qui est fun, c'est que c'est l'idée de deux artistes qui sont aimés du public. Donc, j'aimais l'histoire, j'aimais l'implication qu'on pouvait recevoir là-dedans. Puis, je trouvais ça le fun d'avoir créé deux produits à l'image je dirais, de leurs deux pères spirituels. J'expliquerais ça comme ça, parce que c'est vraiment... Tu sais, moi, je pense que je réponds à un besoin. Évidemment, quand on crée un produit en équipe, on répond à un besoin. Mais c'est important que la personne qui le porte, en l'occurrence Marc, les deux frères, tripe sur le produit. Qu'eux autres, ils se disent, c'est moi qui ai le meilleur gin. C'est mon gin le meilleur. Puis si je ne sais pas à avoir ça, de leur part, c'est manquer notre coup. S'ils disent, ben, il est bon mon gin, mais il y en a des meilleurs, je n'aurai pas le même résultat. Fait que c'était important que ceux qui soient vraiment impliqués et qui se sentent d'avoir fait partie de tout le processus. Parce qu'on s'entend que faire des gins, il y a autant de recettes de gin, de gin qui existent. C'est l'appellation la plus libre qu'il n'y a pas. Donc, on pouvait aller dans toutes les directions possibles. Puis les choix qu'on a faits, on les a fait de concert avec
avec nos célébrités, si je peux m'exprimer ainsi. Fait que là, les premiers, c'est les deux boréaux, qui sont Cherry River et puis Opimiska. L'été passé, vous êtes arrivé avec toute la gamme de variantes. Oui, les aromatiques. Oui, c'est ça. Peux-tu nous en parler? Ah, écoute, ça, c'est le fun parce que je pense qu'on est avant tout, nous, chez Cherry River, on n'est pas des fabricants de spiritueux. On est, mais je veux dire, on est surtout, on aime ça dire qu'on veut tout fabriquer ce qu'il y a dans le cocktail. T'sais, on ne pense pas que juste faire le meilleur dry gin au monde, ce serait satisfaisant pour nous. Bien que ça le serait, là, ça, du temps pour ça. On est loin. C'est pas ça que je pense. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, c'est une chose, mais dès qu'on fait quelque chose, on reproduit la même chose, on a besoin d'aller ailleurs. On a besoin d'expérimenter. C'est plus fort que nous, puis on aime ça. T'sais. Donc, très rapidement, on est tombé dans les aromatiques. Là, on s'est mis à faire des bitters, des sirops. Et là, évidemment, quand on a eu notre alambic, à partir du moment où on avait cet outil-là, il n'y avait plus de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, on s'est mis à essayer toutes sortes d'affaires. Donc, on a commencé à refaire nos gins qu'on avait fait déjà en 2 batchs chez les Sudacifs. C'est-à-dire qu'on a rééquilibré certaines choses avec notre consultant, en particulier pour le gin aux petits fruits. Je pense que c'est ce qui a fait qu'il a décollé vraiment à ce point-là. Je pense qu'on l'a amélioré beaucoup. Donc, je pense que c'est le niveau de l'aromatique tout le temps. C'est la complexité de sa pastille aromatique qui fait que notre gin aux fruits est si populaire. Évidemment, son accessibilité, c'est-à-dire que les gens qui aiment un peu moins le gin vont aller dans l'aromatique, ils vont dire hey, « moi, ça, j'aime ça, par exemple. » Fait que c'est con, mais d'une certaine façon, s'ils disent pas tout le monde qui aime le gin, il y en a beaucoup, mais avec les aromatiques, on va aller chercher ceux qui aiment un peu moins le gin. Donc, c'est un marché nouveau qui ne viendra pas trop compétitionner avec nos amateurs de gin qui aiment déjà nos gins. Donc, on s'est dit que ça ne cannibalisera pas tout, pas trop. Donc, on est allé là-dedans. On a sorti le petit fruit puis le floral, évidemment, qui sont 2 pastilles complètement opposées. Et on les a sortis en même temps, ou presque. Donc, évidemment, les gens achetaient tout le temps les 2 à la fois. T'sais. Quand on appelait, mettons, on disait on a 2 nouveaux gins. Non, en fait, j'ai commandé les 2. Fait qu'ils ils ont toujours travaillé en paire, ces 2-là. Puis c'était super drôle parce que moi, j'aime mieux le fruit. Moi, j'aime mieux le floral. D'une certaine façon, il n'était pas en compétition du tout. Tant que tu bois un gin Cherry River, on est content. Peu importe. Donc, ça nous a donné un bel impact au niveau des aromatiques. Et on s'est rapidement fait une clientèle qui aime ça, puis qui s'est mis à poser des questions, puis racontez-nous les murs blanches, pourquoi les murs blanches, pourquoi pas les murs ordinaires, puis pourquoi il n'y a pas de framboise. Là, bien évidemment, on s'est bien expliqué aux gens ce qu'on faisait, puis on voyait qu'il y avait beaucoup de monde intéressé. Et là, tranquillement, on a sorti d'autres produits. Et là, en décembre dernier, on a sorti lime et gingembre, litchi, tangerine et pamplemousse rose, uniquement pour notre clientèle de la boutique. Puis là, ça va loin, selon la demande. On a eu de la part de la SAQ, on a eu des discussions avec eux en leur disant voici les produits qu'on a, voici les ventes qu'on fait ici. Ils ont dit c'est intéressant ce que vous faites avec le lime et gingembre, c'est peut-être intéressant de m'acheter. Donc, on a finalement lancé ça il y a 2 semaines. C'est tout nouveau, mais je pense que c'est la semaine passée qui a été libéré. Donc, c'est un tout nouveau produit, lime et gingembre, à temps pour l'été, qui est un autre aromatique, encore une fois, qui était super intéressant à faire, très rafraîchissant, un drink qui va se boire sur la piscine, avec juste des glaçons, un peu d'eau pétillante, puis un agrume, pas besoin d'autre chose. Un peu au même esprit que dans notre petit fruit basilic, qui est la même chose. C'est un gin qui est déjà aromatisé, donc c'est un cocktail en bouteille. On a juste à le pairer avec de l'eau pétillante, puis quelques fruits congelés ou qu'on laisse fondre dans notre verre, puis ça fait un drink parfait, bien équilibré. Donc, c'est un peu vers cette direction-là qu'on s'est lancé en se disant on va sauver du temps aux gens, on va faire pour eux l'aromatisation. Et là, c'est là qu'on a sorti nos sirops, nos bitters, qu'on s'est mis à travailler un peu tout ça. Donc, d'avoir le spiritueux et le sirop et le bitters qui va bien ensemble, pour nous, en tout cas, c'est devenu notre nouvelle mission. On essaie de pouvoir diriger le consommateur vers ses recettes à la maison de manière très, très facile, en nous suivant et en rendant la vie facile aux gens. Donc, c'est un peu ça. Ça a ouvert ça. Puis, on n'a pas fini, on commence dans l'aromatique. Je dirais que c'est devenu notre gros cheval de bataille en ce moment. On s'amuse beaucoup avec ça. Puis là, 3 nouveaux liqueurs, 3 nouvelles saveurs qui ne sont pas en SAQ, qui sont en vente encore juste ici. Ouais.
On en a 4, en fait. OK. Il y en a un qui n'est pas encore sorti, mais il est en préparation. Mais je dirais que les 3 qui sont sortis ici, on a l'amaretto, la liqueur de café et la liqueur d'orange, qui est ici, la liqueur de café. Vous savez, donc, c'est les 3 premières liqueurs qu'on a fait. Et ça, ben, c'est un produit qu'on a fait pour répondre aux besoins des gens qui reçoivent de la visite. Les gens ils viennent à la boutique, ils nous parlent, puis ils nous donnent, ils peuvent nous dire, à nous autres, on aimerait ça, acheter telle affaire, parce qu'on a ces besoins-là. On se fait des cafés spéciaux pendant le temps des fêtes. Puis on a de la misère à trouver des produits parce qu'on ne fait pas notre affaire. Donc, ils nous lancent des idées comme ça, des défis, puis nous, ben, on aime ça répondre dans l'affirmative. Fait qu'on a commencé à faire ça. Ça, c'est les 3 alcools pour les cafés des fêtes que les gens vont pouvoir servir. Et puis les gens, souvent, les achètent les 3. Donc, évidemment, ils ont le brésilien entre leurs mains. Donc, on a fait ça, on a sorti ça. Puis évidemment, on a tout vendu le stock très rapidement avant les fêtes. Donc, on s'est dit, ben regarde, c'est un produit qu'on va garder sur la tablette. Donc, depuis ce temps-là, ben, c'est devenu un produit régulier ici sur la tablette de la boutique. Et en septembre, ben, on aimerait en fait, on a déjà proposé à la SAQ, mais on a demandé à ce qu'ils nous reviennent vers septembre, parce qu'on ne peut pas sortir les produits trop rapidement. Là, donc, on va laisser un peu de lest. Puis on en parlait tantôt, il y a plusieurs produits liqueurs d'orange qui sont non disponibles depuis quasiment l'Halloween l'année passée. Fait que si vous passez à la Magog, venez vous chercher une liqueur d'orange ici. Puis sinon, ben, on va peut-être essayer de le faire rentrer plutôt à SEQ que l'automne pour en profiter cet été dans nos... Ça serait le fun. On est prêts. Dans nos margaritas puis tout. On ne l'a pas proposé ou on a demandé à pas parce que je sais que la SAQ sont dans le jus, ils ont beaucoup de produits, en particulier avec les prêts à boire. Fait que, je ne l'ai pas comme. Déjà que j'ai sorti un gin puis un mojito dans le même mois. Puis là, on a notre rhum épicé qui s'en vient. J'en ai parlé tantôt. Ça, c'était carré. Parce que, bon, ma philosophie a été bien simple. C'est quand on a parlé avec l'équipe, j'ai dit, écoute, on fait un rhum, mais on ne sera jamais assez bon pour faire notre propre rhum ici. Tu sais, je veux dire, c'est comme la tequila. Je veux dire, je ne penserais jamais être capable de battre ou les gens en Champagne qui fabriquent du champagne. Tu sais, à un moment donné, il y a des régions, des produits qui viennent des régions, qui ont la particularité de la région, qui ont la particularité du climat aussi, puis de l'abondance des matières premières, ce que nous n'avons pas ici. Donc, à un moment donné, on ne peut pas rivaliser avec. On s'est dit plutôt qu'on va sélectionner un rhum qu'on va aimer, qu'on va capoter, puis on s'est mis à faire des échantillons de partout. On a appelé plein de distilleries, on s'est fait encore dans une vingtaine de rhums à des prix complètement différents. C'est-à-dire qu'il y a des rhums à 25$ le litre, il y en avait d'autres à 3. Puis on s'est dit, écoute, on ne regardera pas les prix, on va juste goûter, puis on va sélectionner notre base de rhum qu'on va pouvoir faire venir. Et rendu ici, on va faire un nord-sud, c'est-à-dire que quelles sont les épices du nord qu'on pourrait intégrer dans un rhum épicé. Donc, on s'est mis à sélectionner une liste d'ingrédients qu'on a déjà ici, puis évidemment le poivre des dunes, encore une fois, nos arômes qu'on a ici, nos aromates qu'on a ici. Et aussi, ben, on va prendre des épices du sud, on va les combiner ensemble. Ça va être un mariage, c'est-à-dire quand le nord rencontre le sud. On va faire macérer les ingrédients ici. On va distiller cette base-là. Puis après ça, on va assembler ça au rhum. On va passer ça un peu dans le baril. Je vous dirais qu'au départ, on pense de laisser 3 à 6 mois dans le baril avant de le mettre en bouteille et de le vendre à l'SAQ. Ça, c'est notre projet du moment. C'est-à-dire qu'on est là-dedans. On attend nos bouteilles. On a bien hâte de le sortir. Encore une fois, c'est un produit. Est-ce qu'on va le passer au baril? Est-ce qu'on va faire 2 versions? Une version ordinaire, une version passée au baril? Il est possible aussi. Parce que en parallèle à ça, on est en train de découvrir tous les rouages puis le beau monde du vieillissement en barrique de chêne, qui est un monde de connaissances infinies. Donc, on est là-dedans actuellement. On va, oui, passer du gin au baril, mais c'est surtout notre objectif, c'est de faire du whisky. Donc, on a déjà fait venir du whisky de quelqu'un d'autre. On a triché un petit peu. On l'a mis dans un baril en ce moment, puis on a pris des notes de goût. On va le laisser probablement le vendre cet été. On va l'avoir fait vieillir de janvier à juin. Puis on va noter la transformation que les barils, par rapport aux barils neufs versus les barils anciens. On a acheté aussi des barils de vin sucré. On a mis du whisky aussi dans des barils de vin sucré. Puis là, on va noter un peu tous les résultats puis les influences des pastilles de goût. Donc, on est tout au début de ça. Puis notre équipement s'en vient parce qu'on va fabriquer du grain à bouteille, un super bon whisky que malheureusement, on va être vieux quand on va le boire. Mais
mais on va lui donner au moins 6 ans avant de le commercialiser, notre whisky grain en bouteille. Donc, évidemment, il y a le rhum aussi qui peut être intéressant à faire vieillir. Il y a aussi de la tequila, du spiritueux d'agave. Nous, on a trouvé un sirop d'agave bleue qu'on a importé du Mexique, de Jalisco. J'y vais la semaine prochaine rencontrer cette distillerie-là parce qu'on veut faire un pairing avec eux autres, c'est-à-dire qu'on veut profiter de leur connaissance, ils veulent profiter de notre connaissance dans le gin. Donc, évidemment, petite entreprise familiale, eux autres aussi là-bas. Donc, ça va être la rencontre de nos deux familles, puis on va sortir un spiritueux d'agave avec de l'agave qui pousse sur leur terre. Et on va aussi probablement sortir des tequilas embouteillés là-bas, plus haut de gamme, avec notre nom dessus. Mais, c'est un peu le partenariat qu'on veut faire. Mais la première tequila qu'on sort, qui va s'appeler un spiritueux d'agave, bien entendu, parce qu'on ne veut pas faire juste un mixto, c'est-à-dire un tequila GNS. On veut vraiment faire une tequila distillée ici. Donc, on fait venir le sirop, on va le fermenter ici, on va le double distiller et on va encore une fois le mettre dans des barils de 3 à 6 mois. Le temps de donner la belle couleur là, du repas sado. Puis je pense qu'on va être capable avec cet ingrédient-là parce que on peut en acheter du sirop sur le marché, mais il est souvent très. En fait, c'est pour mettre sur un pancake, là, généralement, ce qu'on trouve ici en Amérique. Là. Donc, c'est souvent très, très, très filtré. Donc, plus il est filtré, moins il va être goûteux dans la distillation. Donc, il fallait trouver un sirop qui est presque noir, là, qui est même pas bon quand on y goûte parce qu'il est très, très, je vous dirais, c'est un sirop qui est extrait directement de l'agave, mais qui est non transformé. Là. Et c'est cette base d'agave-là qui est la même que la distillerie là-bas utilise pour faire cette tequila, qu'on va apporter ici et qu'on va fermenter ici et qu'on va distiller ici. Donc, j'ai hâte. Puis votre cave, là, c'est dans le sous-sol d'église, c'est vraiment beau. Il faut rentrer vers une petite porte pas louche, là, mais je ne sais pas quand vous ne sortirez pas les barils pleins de là, j'imagine. Là, ça, vous allez on a pomper. On a des pompes, en fait, parce qu'en théorie, les barils, on n'est pas supposé les bouger de là quand même. Moi, je n'ai pas l'intention de bouger. J'ai l'intention de les réutiliser, ceux-là, au moins pendant une quinzaine d'années, certains. On va sûrement être capable de faire 2-3 batchs dedans. Les autres barils, tu vas voir, on a fait un rack de barils dans l'entrepôt. Donc, c'est les barils exemple, le tequila et le rhum, on va les passer de 3 à 6 mois. Donc, ceux-là vont être manipulés plus souvent. Donc, ils sont dans l'entrepôt directement. Donc, on y a accès avec le lift. On peut les descendre, les vider. C'est super intéressant. Parce que les autres whisky, on va les oublier, ces barils-là. Bien, ceux-là, on va les mettre à la cave. Puis, on venait les voir tranquillement, là, des fois, là, pour aller voir comment ils vont. Mais je vous dirais que, on va les oublier dans notre tête en disant, la prochaine fois qu'on va y repenser, ça va être dans 5, 6, 7 ans, dépendant de. Les autres barils qu'on a fait aussi, c'est pour nos tests. Donc, on a mis des barils aussi qu'on va goûter presque à chaque mois. Puis, on va noter justement l'évolution de chaque whisky, type de grain. Il va y avoir comme une douzaine d'expériences en cours avant de décider de faire une grosse production, là, puis avant qu'on ait le talent de whisky. Donc, il y a un peu de temps encore là-dedans à investir. En jasant, je suis levé les yeux. C'est vrai, il y a 2 produits qu'on n'a pas discuté du tout. Dans vos vodkas, vous en avez 3. Il y a la régulière, chez River, et puis il y en a 2 aromatisés aussi. Peux-tu nous en parler? Absolument. Bien, la première qu'on a sortie, c'est la vodka à l'érable. Évidemment, toujours la base de notre vodka avec l'eau, qui est l'eau de Maggot, parce qu'évidemment, c'est une eau minéralisée. Notre consultant à Bromont a une érablière dans sa famille, donc très rapidement, on a pu échanger avec des producteurs de sirop d'érable qui nous ont expliqué un peu de quelle façon était fait le sirop d'érable, de quelle façon c'était fabriqué. Donc, on a dit on peut faire un parallèle avec le bain-marie, avec le bain-marie d'un alambic. Puis, on s'est dit il y a peut-être moyen de faire quelque chose en utilisant de l'eau d'érable. Donc, on a commencé avec ça. Puis, très rapidement, on n'était pas content parce qu'on trouvait que dans le fond, ça ne goûtait pas assez, puis qu'on n'allait pas chercher quelque chose de très, très aromatique avec ça. Il y avait un petit goût discret, mais sans plus. Puis tous les tests qu'on a fait, on s'est dit après ça, on va essayer du sirop. Donc, on faisait du sirop, mais plus on le bouillait, puis il revenait en eau d'érable. Donc, encore une fois, ça ne nous donnait pas les aromatiques. Donc, évidemment, c'est avec la tire d'érable qu'on a obtenu le meilleur des résultats. Parce que cette tire-là,
a la capacité de sentir. Donc, on a l'odeur de la tire, puis on a le goût du sirop. Donc, c'est intéressant, ce produit-là. Et bien évidemment, tranquillement, on l'a ajusté à notre goût. Puis aujourd'hui, ben, c'est un produit, je dirais, qui quand les gens viennent à la distillerie ici, on les met en garde de goûter à ce produit-là. On vous dit tout de suite, c'est une bonne intention de dépenser. Goûtez-y pas, parce que si vous y goûtez, vous allez partir avec une bouteille. Donc, on ne veut pas être accusé d'avoir incité à la consommation. Évidemment, on s'amuse avec ce terme-là parce que c'est un produit qui est, écoute, c'est un dessert, c'est délicieux. Ça se boit sur glace, nature, après un bon repas. C'est vraiment se faire plaisir. T'sais. Donc, une fois qu'on a atteint ce niveau olfactif-là chez les gens, on a vu que le monde, ça leur plaisait beaucoup, on s'est dit, là, Colin, on s'appelle Cherry River. On n'a pas eu le choix de faire une vodka aux cerises. C'est comme obligatoire. Il faut qu'elle soit bonne. Donc, on est allé rechercher la bonne pastille de cerises intéressante pour finalement se rendre compte que ça goûte tout le temps le sirop pour la toux. Fait que là, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux dire, on n'était jamais satisfait de ce que ça donnait jusqu'au jour où on s'est dit, puis c'est David qui a eu l'idée, il s'est dit, écoute, on pourrait peut-être mettre un petit peu de... Tout le monde aime le chocolat aux cerises, t'sais. Tout le monde aime le cherry blossom, le match entre ça. On s'est dit, on pourrait mettre un peu de cacao dans le profil aromatique, puis essayons d'aller chercher une petite robe de cacao en arrière-plan, qui va venir un peu faire ressortir la cerise un peu. Donc, on a commencé à goûter à ça, puis ça a commencé à nous plaire. On était quelque part, en même esprit que notre vodka d'érable, dessert, digestif, sur glace, que ça soit doux, que ça soit un treat. Mais tranquillement, pas vite, on a joué avec les griottes, avec le marasquin, et puis les cerises de terre, aller chercher cette amertume-là, l'équilibre entre ces trois cerises-là, combiné au cacao, nous a donné la vodka aux cerises. Et ben, c'est ça, les gens, c'est un produit qui devait au départ être un produit temporaire et qui est toujours permanent. Puis le volume fait en sorte qu'on le garde. Puis là, je pense que les gens l'ont adopté, il y a des clients pour ça, parce qu'il y a beaucoup de restaurants, bars qui font des cocktails avec ça. On reçoit beaucoup de messages là-dessus. Donc, on est vraiment content de. Les gens vont s'en servir pour faire des cocktails facilement. C'est encore qui est notre objectif d'aromatisation. C'est faciliter la transformation en cocktail. Donc, la vodka aux cerises est née. Et puis, elle est née d'une histoire aussi banale que celle-là. C'est une recherche. On se dit, qu'est-ce qui peut être bon? Qu'est-ce que les gens aimeraient? Parce que si je fais les produits pour les gens, on se dit, qu'est-ce que le client aimerait avoir chez lui? De lire les courriels aussi des gens, puis des petits commentaires sur Internet, ça nous aide beaucoup. On aime tellement ça, de lire ce que les gens pensent. Parce que à la fin de la journée, on veut que du vrai monde les apprécie, nos spiritueux, puis qui les achètent et qui les rachètent des bouteilles après. Ça, je te dirais que ça a fait plaisir. C'est vraiment incroyable, comment on est content. De voir que maintenant, il y a du vrai monde au bout. Comme je vous disais tantôt, quand on a sorti la vodka, on les connaissait tous par leur nom. Aujourd'hui, on n'est pas capable. On les garde les lire. On reconnaît beaucoup de monde sur notre communauté qui nous écrivent souvent, qui apprécient nos produits, qui nous le disent. Très agréable à recevoir comme message. Mais là, c'est ça. On est conscient qu'on a de plus en plus de monde qui les consomme. Donc, c'est pas vrai maintenant. C'est plus juste une idée. C'est plus juste un projet. C'est une réalité maintenant. Si vous ne les suivez pas encore, c'est facile. Facebook, c'est très, très simple. Cherry River Distillery, facile à trouver. Vous pouvez venir les voir, jaser directement avec eux autres. Mais si vous êtes plus loin, vous n'avez pas la chance, mais au moins, vous allez être au courant de ce qui se passe et les trouver en SEQ. Qu'est-ce qui va être disponible en SEQ. Puis une coche plus haut que d'aider les gens à aromatiser leur cocktail, vous avez des prêts à boire aussi. Il y en avait plusieurs qui étaient disponibles ici l'été passé seulement. Là, il va en avoir un cette année en SEQ. Oui. On a, c'est ça, l'année passée, on a acheté des petites cuves, puis on s'était fait construire une chambre froide. Fait qu'on avait des petites cuves, on s'est mis à faire plusieurs saveurs, faire des tests, les faire goûter ici en petite quantité. C'était super le fun. Tout l'été, les gens nous ont donné des beaux commentaires. Et finalement, le grand vainqueur, ça a été le Mojito. Notre Mojito, écoute, Cuba, vraiment, il sent le vrai, fait avec le vrai rhum que je vous parlais tout à l'heure. La base de rhum qu'on a fait venir de Martinique, de rhum martiniquais. Donc, c'est un rhum ambré qu'on a fait venir, qu'on met dans notre Mojito. Donc, c'est un vrai rhum martiniquais avec du vrai jus de lime, contrairement à d'autres produits sur le marché.
Ce n'est pas des arômes de lime, mais bien un véritable jus de lime importé du Mexique. Et on a une infusion de menthe après qui est ajoutée avec le véritable sucre de canne. Donc, vous avez véritablement un vrai mojito dans une canette. Je pense que les gens vont voir la différence. En tout cas, on l'espère. Nous, on l'aime beaucoup. En tout cas, il est sorti, là, il commence à rentrer dans les SAQ. Là. On a, je ne sais pas si vous les voyez ici, on a 11 saveurs de créés là-dedans qui sont tous disponibles à la distillerie. Donc, quand les gens viennent ici, ils peuvent se les procurer en caisse de 12 mélangées ou en paquet de 4. Et puis, quand les gens viennent nous visiter à la distillerie, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des agents qui sont ici, qui vous reçoivent et qui connaissent très, très bien les produits, qui vous les expliquent, qui vous les font goûter et qui vous montrent aussi à travers la vitre comment c'est fabriqué, puis ils donnent des petites explications sur leur mode de fabrication. Et puis les week-ends, à partir du mois d'avril, les samedis, dimanches, les gens pourront réserver une visite guidée. Donc, les gens à réserver sur le site web. Et puis, il y a des visites qui durent à peu près une vingtaine de minutes, dans lesquelles on va descendre à la fameuse cave dont tu me parlais tantôt. Et on pourra faire goûter les whiskies qui sont en vieillissement. Et si vous revenez souvent, vous allez voir la différence d'une fois à l'autre, d'une visite à l'autre. Pour finalement finir dans notre salon de dégustation ici, il y a une petite dégustation qui est préparée pour les gens. Donc, on explique justement les 2 pastilles de gin. Après ça, les dérivés. Ensuite, on va vers la vodka. On termine avec le rhum, le spiritueux d'agave qui s'en vient. Un gros merci. Y avait-il d'autres choses qu'on a oublié de parler, que tu voudrais nous dire? Je pense que j'ai même parlé beaucoup trop. Il y a aussi les canettes. On a des tonics et des ginger ale, qui sont une gamme d'allongeurs à cocktail. Et évidemment, notre gamme de mocktail qui va sortir pour les épiceries. Là, nous, on veut être prêts pour février 2023, donc le mois sans alcool, l'année prochaine. Les gens pourront en acheter cet été à la boutique. On va avoir 4 mocktails au début, qui sont des dérivés de nos prêts à boire. Ça va être mojito. Vous allez pouvoir boire alcoolisé. Il va y avoir une version identique sans le rhum martiniquais. Donc, le même jus, la même infusion. Il y a aussi le petit fruit basilic, le Cosmo et le Moscow Mule qui sera disponible en mocktail, c'est-à-dire en version sans alcool à la boutique bientôt et dans les épiceries en février 2023. Donc, ce sont nos projets pour l'année à venir. Beaucoup de projets, beaucoup de produits. Là, c'est le temps que j'aille dans la case. Un gros merci, Francis. Allez vous abonner au Facebook de Cherry River. Abonnez-vous à découvrir les distilleries du Québec si ce n'est pas déjà fait. Envoyez-nous des pouces, envoyez-leur des pouces, écrivez des commentaires. On aime ça savoir si c'est quelque chose qui était trop long, pas assez long. Si vous avez des questions, on est là pour répondre. Si je n'ai pas de réponse, mais j'ai des contacts qui vont pouvoir répondre sûrement. Un gros merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Francis. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve et de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.